Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce talk sur le sujet brûlant du product management et plus précisément de la place des directions produits dans les organisations. Alors, comme on est en petit comité, ce qui est sympathique et que c'est quand même un petit peu bruyant autour de nous, déjà, si vous avez envie de vous rapprocher, vous pouvez. Et je vais vous proposer un mode d'interaction un tout petit peu différent. D'habitude, on fait toutes les questions à la fin, on se passe le micro, c'est super. Mais là, si vous avez des questions pendant le talk, il n'y a pas de problème, on essaie de rendre ça un petit peu interactif. Ce sera probablement moins pénible que nous écouter en continu pendant 50 minutes. Donc vous n'hésitez pas, vous me le dites. Pas la peine de vous passer le micro, je répéterai votre question et on essaie d'y répondre en séance. Et comme ça, on essaie de faire quelque chose d'un peu plus sympathique. Alors, moi je m'appelle Hugo Gessman, je suis le fondateur de TIGA, qui est THIGA, qui est un cabinet de conseil spécialisé en product management. Ça tombe bien, hein, vu le sujet du jour. Et j'ai le plaisir d'animer cette table ronde en compagnie de Damien Deletier. Bonjour à tous. Voilà, qui est le Chief Product Officer de Canal+, et de Thomas Thieffry, de la BPI, qui est le Head of Product Marketing. Bonjour à tous. Écoutez, je vais vous laisser vous présenter de manière un peu plus détaillée, et puis après, on démarre. À vous, messieurs. Je t'en prie. Je vais faire assez court, mais peut-être plus vous dire d'où je viens et pourquoi aujourd'hui on a cette fonction chez BPI France. Moi, j'ai commencé avant, j'étais très côté marketing digital, web marketing, finalement très en aval de beaucoup de choses qu'on va se dire aujourd'hui. Avec pas mal aussi de conception-rédaction. Je pense que c'est un truc qui est assez utile dans le produit, notamment cet esprit de synthèse. Après, j'ai fait du conseil. Et là, je pense qu'il y a eu une petite révélation. Je ne sais pas si parfois vous êtes confronté à ce genre de situation au détour de comités projets où parfois entre ce que livre l'ingénieur et le besoin métier, il y a parfois pas exactement les mêmes attentes et du coup, même si tout le monde fait de son mieux, on en arrive parfois un peu à cette situation où c'est du change. Voilà, c'est de la conduite du changement, c'est du marketing, c'est des formations, c'est de la gamification. Et donc, c'est là où je me suis dit, non, c'est du produit. Et donc, petit à petit, on est arrivé à venir faire du produit chez BPI France sur une super mission que je détaillerai un peu plus après. Alors, bonjour à tous. Moi, j'ai un parcours un peu linéaire dans le sens où ça fait presque 15 ans maintenant que je fais du product management. Donc, j'en ai fait dans les grandes boîtes, dans les petites boîtes. J'ai commencé, alors ça s'appelait pas du product management, j'ai compris après que ce que je faisais, que c'était du product management quand j'ai commencé à en faire. Je faisais un mix entre de la MOA et de la gestion de projet, enfin des trucs qui existent encore un petit peu, mais beaucoup moins. Donc j'ai commencé en faisant ça, et ensuite après j'ai découvert ce métier qui s'appelait le product management, qui est un truc qui venait des États-Unis, qui n'existait pas beaucoup en France. Donc je me suis dit, il faut que je trouve le moyen d'aller sur ce métier le jour où ce métier arrivera en France. Et le jour, j'ai eu un jour une opportunité de le faire. Je suis allé chez Photobox. Je ne sais pas si vous connaissez cette boîte. Donc c'est là où j'ai eu ma première expérience en product management. Et à partir de là, j'ai vraiment fait que des rôles qui avaient le titre de product management. Donc j'ai travaillé chez Photobox, j'ai travaillé chez ING. J'ai fait du product management là-bas aussi. Et j'ai travaillé chez Molotov. Je ne sais pas si vous connaissez. Et depuis quelques années maintenant, je suis chez Canal+, où je m'occupe du département produit. Donc je suis département produit, voilà, on en parlera sûrement après, mais du coup voilà, je fais du product management dans cette vieille maison qui s'appelle Canal+, et qui a quand même un produit qui est énormément utilisé aujourd'hui. Donc on a des il y avait besoin de vraiment travailler sur la façon dont on crée le produit et la façon dont on le faisait évoluer, parce que c'est devenu central chez Canal+. Merci beaucoup à tous les deux. Alors vous savez, il n'y a pas une conférence sans un petit sondage à main levée. C'est obligatoire, donc je vais faire mon petit sondage à main levée. Qui travaille dans une société qu'on va qualifier de traditionnelle? C'est bien, c'est que c'est flou. Donc, la BPI, très bien. OK. Scale-up. OK. Start-up. OK. Je repose la traditionnelle, maintenant que vous avez vu les autres choix. Ça n'a pas bougé. OK, très bien. Bon, c'est assez réparti. Ce qui est intéressant, pourquoi on parle de sujet aujourd'hui du product management et des directions produits? Parce que je pense que ça ne vous a pas échappé. Dans les 10 plus grosses capitalisations mondiales aujourd'hui, on a combien de boîtes de la tech? C'est une question ouverte. D'après vous? Quelqu'un se lance sur un nombre? 10? Non, pas 10, presque.
on est à 7 ou 8 en fonction de si on considère Taiwan Semiconductor comme une boîte de la tech. Mais en gros, sur les 10 plus grosses capitalisations mondiales aujourd'hui, ce sont 8 boîtes de la tech. Et ça, évidemment, c'est pas inintéressant comme constat parce que ça fait un certain nombre de... Alors d'envieux, le terme est un peu fort, mais ça suscite, on va dire, des vocations chez toutes les sociétés traditionnelles qui, elles aussi, se disent, bon, il faut que je fasse évoluer tout au parti de mon business model pour aller, entre guillemets, vers la tech, c'est-à-dire finalement faire du software. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a une des fonctions clés dans toutes ces boîtes qui sont les leaders mondiaux de la tech, qui s'appelle le product management. Elle est absolument cœur dans leur succès. C'est quelque chose qu'ils maîtrisent sur le bout des doigts. Ils savent faire du produit. Et nous, dans nos sociétés plus traditionnelles, on est moins bon là-dedans. On ne sait pas encore complètement le faire, pour plein de raisons qu'on va évoquer ensemble. Et on va surtout voir comment mieux le faire, parce que c'est ça qui est intéressant. On ne va pas se flageller non plus pendant des heures. Mais c'est bien pour ça qu'on a souhaité aborder ce sujet aujourd'hui, parce que ça devient quelque chose de vital, la maîtrise du product management, pour être compétitif en face de ces boîtes, parce que c'est le souhait de toutes les boîtes françaises et internationales qu'on a l'occasion de croiser. Alors, j'aimerais que les personnes qui sont dans la salle et les milliers qui nous regardent en streaming puissent vraiment comprendre exactement de quoi est fait votre quotidien. Parce que là, on a dit, bon, je suis CPO, je suis Head of Product Marketing, ça reste des termes, évidemment en anglais, évidemment très à la mode. Mais par exemple, Damien, commençons par toi. Ton quotidien, il est fait de quoi ? Alors, c'est ça que je trouve génial dans le produit, c'est que j'ai pas une journée qui ressemble à une autre. C'est-à-dire que de par la fonction que j'ai, c'est-à-dire que du coup ça devient très central parce que chez Canal+, quand je dis que je fais le produit, je m'occupe en gros de MyCanal. C'est un peu le contact qu'on a avec le client. C'est-à-dire que si quelqu'un veut regarder Canal+ aujourd'hui, il passe par MyCanal. Donc du coup, tout ce que fait Canal passe en gros par MyCanal. C'est pas moi qui m'occupe des programmes ou des choses comme ça, mais ça passe, voilà, le contact avec le client passe par MyCanal. Et donc du coup, je travaille avec l'ensemble des fonctions pratiquement de la société. Donc ça peut être avec les gens de l'édition, avec les gens du marketing, avec les gens du commerce, des fois avec des fonctions juridiques, avec des fonctions des fonctions comptables aussi. C'est vraiment très très diversifié. Donc il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre. Mais le but principal, c'est toujours le même, c'est de faire un produit qui soit bon. Donc je vais parler de MyCanal, donc c'est-à-dire faire un produit qui marche bien. Donc ça ne veut rien dire en soi qui marche bien, mais ça veut dire qu'en gros, quand le client utilise MyCanal, il faut que ce soit efficace, que ce soit évident pour lui, qu'il ne se pose pas la question, que quand il a envie de regarder un programme, il clique dessus et ça se lance direct. Donc c'est très simple, mais derrière, c'est énormément de travail avec une infinité presque de compétences et de types de profils. D'un point de vue équipe, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus le type de compétences que tu as dans ton équipe, la taille de l'équipe éventuellement, ça peut être intéressant. Alors aujourd'hui, chez Canal+, l'équipe produit, c'est en gros une soixantaine de personnes. C'est des product managers, des product designers, des product analysts, donc vraiment les gens qui analysent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des product researchers aussi, des gens qui font de la recherche utilisateur, c'est-à-dire qui font du qualitatif. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ça, c'est ton équipe. C'est mon équipe, bien sûr. Il y a ce qu'on appelle aussi des product owners. Voilà. Et, il y a souvent un débat entre les product managers et les product owners. On peut en parler si vous voulez, mais en tout cas, dans l'équipe, il y a cette distinction. Je peux justifier pourquoi. Et voilà, donc c'est en gros le... Donc les équipes tech, pour le coup, ne sont pas dans ton équipe ? Non. Voilà. Okay. Donc ça, alors, on je en fais parlera partie dans du département technologique, okay. Mais du coup, les développeurs sont rattachés ailleurs. Ok. Donc c'est une équipe qui a quand même une certaine taille, on se dit soixantaine de personnes, uniquement avec des profils, entre guillemets, non tech, toute la couche produit. Exactement. Ok, super. Thomas, de ton côté ? Alors, je vais peut-être reprendre un tout petit peu plus haut avant de parler vraiment de zoomer sur ce que moi et nous, globalement, on fait au quotidien, parce que le rôle est très transverse finalement. Mais je pense que c'est important de comprendre que nous, on n'est pas une start-up qui va devoir lever des fonds, qui doit générer du MRR sur des modes SaaS, etc. Notre problématique, c'est de faire de la transformation digitale. On est rattaché à la direction du digital. Et donc, c'est d'avoir une problématique de transformation profonde, organisationnelle, culturelle, technique. Et c'est assez existentiel, en fait, pour BPI France. Il y a des nouveaux arrivants qui arrivent sur le marché, il y a des contraintes réglementaires de plus en plus fortes. Il y a un client qui est las et de plus en plus défiant à l'égard des banques, et on l'est tous à titre personnel, et je pense qu'on a
on a bien raison. Et d'ailleurs, le segment des dirigeants de petites et moyennes PME a parfois été un peu délaissé. Quand on voit toutes les innovations qu'il y a, ça n'a pas été les premiers touchés. Et donc, nous, l'idée, c'est vraiment on aime bien résumer notre mission dans l'idée qu'on doit se transformer en fintech de place, c'est-à-dire techniquement, on est en train de repenser toutes nos infrastructures, parfois de zéro, pour que ça ne repose pas sur des chemises cartonnées dans des armoires, mais sur des gros flux de données. Et derrière, qu'on puisse aller beaucoup plus vite, qu'on puisse être agile. On vit dans un monde apaisé aussi en architecture ouverte. On travaille avec beaucoup de partenaires, notamment des fintech. Et en même temps, on capitalise sur ce qui fait notre force en tant que banque de place. Je vais peut-être pas vous expliquer ce que fait BPI France. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous voyez cette idée, mais c'est important. C'est vraiment l'idée que cette banque accompagne les entrepreneurs à chaque étape clé de la vie de leur entreprise, de l'innovation jusqu'à la conquête de l'international, qui est un des thèmes aujourd'hui à Big. Et du coup, nous, voilà, on ne fait pas abstraction de ça. Et ce qui est vraiment dans l'ADN de BPI France, c'est ce chargé d'affaires, ce banquier de proximité, quelle que soit votre région, qui est là pour vous conseiller, pour vous aider à financer rapidement votre trésorerie, à accompagner durablement votre croissance, à voir plus grand et plus loin aussi. Et donc, nous, notre problématique de transformation, c'est d'abord se dire que notre chargé d'affaires, il doit être disponible pour pouvoir conseiller nos clients. Et donc, il ne doit pas passer son temps à ressaisir les mêmes informations dans des outils vétustes et qui ne se parlent pas. Et donc, en fait, c'est extrêmement profond. Donc, pour peut-être préciser un peu la partie organisationnelle. Ouais, oui, c'est intéressant que tu nous donnes aussi la cartographie des produits, parce qu'on n'arrête pas de parler de produits. Bon, alors Damien, c'est vrai que ça a le bénéfice d'être clair, parce que c'est MyCanal, et je pense qu'en plus, on est beaucoup à être utilisateur, enfin probablement, je ne sais pas, je ne vais pas fausser tes chiffres, mais de MyCanal dans la pièce. C'est peut-être plus difficile pour nous de l'extérieur de voir l'ensemble des produits au sens numérique du terme et pas bancaire que gère la BPI. Il y en a plus de 300 les bancaires, donc on va. Oui, alors on va pas les faire effectivement. Mais alors ce que je vous propose du coup, c'est qu'on zoome vraiment nous sur 2 points de bascule intéressants dans notre transfo. En 2020, en mars 2020, et voilà, l'économie était à l'arrêt et du coup, tous les dirigeants de TPE, de PME avaient évidemment besoin de cash, c'est le nerf de la guerre. Et du coup, il y a eu le prêt garanti par l'État. Vous en avez peut-être profité, peut-être entendu parler. Donc on a construit une première plateforme digitale. Et derrière, on s'est rendu compte que, en continuant à itérer avec d'un côté le ministère de l'économie et des finances, de l'autre les régions, qu'il fallait aussi apporter des solutions rapides pour ceux qui n'ont pas pu profiter de ce prêt garanti par l'État. Et en fait, on a créé quelque chose qu'on appelle le prêt rebond. Et pour nous, ça a été un vrai point de bascule parce qu'on a digitalisé toute la chaîne d'octroi du crédit. Je vous passe tous les détails, mais il y a de l'éligibilité, il y a de la gestion du risque, de la fraude, de ce qu'on appelle le LCBFT. Ça, si vous êtes entrepreneur, vous connaissez un petit peu. On appelle aussi ça la partie KYC. C'est tous les documents personnels qu'on vous demande, ceux aussi pour votre entreprise. Et où on s'assure que vous êtes bien la personne que vous prétendez et bien le dirigeant de l'entreprise. Et ça, c'est finalement un des irritants numéro 1 pour nos clients et nos collaborateurs. Nos collaborateurs, ils devaient vraiment dessiner ça sur une feuille de papier, reconstituer tout votre actionnariat. Et donc, en fait, nous, pour faire un peu le pont avec le travail du quotidien, c'est se plonger dans cette complexité-là tout le temps. Essayer de décortiquer les choses jusqu'au plus petit axiome et de raisonner à partir de là. Une fois qu'on a trouvé le pourquoi fondamental et pourquoi on peut gagner de la valeur, on raisonne à partir de là et pas juste se dire on va livrer telle fonctionnalité à telle date. Ça, c'est super important. Et du coup, donc 2020, on lance ces plateformes où on devient en fait du coup une fintech. On a rempli 50% du contrat qu'on voulait faire. Et en fait, l'idée, c'est que maintenant, ce qui a suivi, pour nous, c'est vraiment un changement de business model. On est devenu une banque as a service, comme on dit, et il y a eu un nouveau métier qui a été créé chez BPI France pour gérer ces plateformes digitales. Et d'ailleurs, on est devenu en volume la première fintech d'Europe pour les TPE, avec plus de 12 000 prêts décaissés. Cette fintech-là, ce socle technique-là, maintenant, on le met au service. C'est pour nous le deuxième gros challenge là, côté produit. On le met au service de notre réseau de chargés d'affaires, justement, avec une banque en ligne. Alors,
on n'est pas une banque de flux, on ne propose pas de compte courant, ça je pense que vous le savez. Mais cette idée de, pareil, on accélère toute la chaîne d'octroi du crédit, les allers-retours avec votre chargé d'affaires. Vous n'avez pas besoin de l'appeler pour toutes les opérations courantes. Vous avez un espace client qui est collaboratif, qui est bien rangé. Et après, on a cette idée de vraiment prendre tout ce qu'il y a de meilleur dans l'accompagnement BPI France pour le mettre en digital, pour vous aider à piloter au quotidien, notamment votre trésorerie et votre transition verte aussi, qui est un sujet assez important chez BPI France. Et puis de plus en plus d'autres choses dans le quotidien des entrepreneurs, quoi, résoudre leurs problèmes. Ok, merci beaucoup. On va s'intéresser vraiment au rôle de la fameuse direction produit, parce que c'est un peu le sujet du talk. Dans les startups, c'est facile. On démarre une boîte aujourd'hui. Il y a 10 ans, les cofondateurs, quand on regardait, hommes ou femmes, bien sûr, c'était souvent le technique, le commercial. Je ne sais pas si c'était un peu le classique. Hein. On voyait tous les binômes pitcher. Moi, je fais plutôt les sales et moi, je suis le techos du groupe. Ça a pas mal évolué. Et on voit, alors le techos c'est toujours là, heureusement, parce qu'on fait de la tech. Mais le rôle du commercial, souvent, il s'est transformé en produit. On est un peu moins sales, on est un peu plus produit. Parfois, ce ne sont plus des binômes, ce sont des trinômes qu'on voit apparaître. Et évidemment, la start-up grossit. Si tout va bien, elle devient une scale-up. En tout cas, c'est son souhait le plus cher généralement. Et le pôle, la direction produit, va se retrouver tout naturellement au sommet de la boîte. Souvent avec un reporting direct vers le CEO. Ça, c'est la belle histoire. C'est toujours plus simple quand on part de zéro. Maintenant, quand on ne part pas de zéro et qu'on ait une structure un peu plus historique, où est-ce qu'elle se situe, cette direction produit? Parce que finalement, elle n'existait pas. C'était classique. On avait souvent métier, market, DSI, bien sûr. Et puis tout d'un coup, là, on se dit, on va greffer une entité comme ça, avec des gens, avec plein de titres bizarres, des PM, des product designers, un CPO, un head of ou des head of. Ils reportent à qui? Ils interagissent avec qui? La DSI, quand elle te voit arriver, elle dit, mais c'est qui celui-là? Alors, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est qu'on m'a un peu regardé bizarrement parce que, en plus, donc moi, la DTSI, pardon. Donc la DTSI, c'est le département technique, le grand département technique de Canal+. Je suis le seul à ne pas avoir un diplôme d'ingénieur en fait parmi la direction de cette entité. Et je suis de très loin, je suis le moins technique. Et donc du coup, c'était assez drôle au début effectivement j'arrivais avec mes idées, expliquer qu'on allait faire du produit, que vous allez voir, il y a plein de méthodologies qu'on ne met pas en place encore, qui n'étaient pas encore en place chez Canal+, et que vous allez voir, ça va être génial, on va se marrer. Voilà, je sentais que mon discours, les gens m'écoutaient, mais bon, c'était un peu, alors, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Et donc du coup, chez Canal+, pour répondre à ta question, chez Canal+, le département produit est rattaché du coup à la DTSI. Donc au même titre qu'il y a une ingénierie pour les fronts, il y a une ingénierie pour tous les systèmes back-office. Du coup, voilà, le produit, il y a tout ce qui est infrastructure, il y a tout ce qui est réseau, sécurité, et il y a le produit qui est au même niveau que ces départements-là chez Canal+. Et on est tous rattachés du coup à un CTO du coup qui est rattaché directement au PDG de Canal+. Et ça, c'est quelque chose qui... alors, je ne veux pas révéler tes discussions secrètes en interne, mais est-ce que c'est quelque chose que tu trouves logique? Est-ce que tu penses que le produit devrait être positionné différemment? Alors déjà, je pense qu'il faut comprendre un truc sur Canal+, et je pense que c'est la même chose dans beaucoup de boîtes, c'est que Canal+, à la base, c'est pas du tout une boîte produit ni tech. C'est une boîte qui a été créée en 84. C'était une chaîne de télé à l'époque. Donc ça a bien évolué. Donc c'est une entreprise qui sait faire du contenu. C'est une entreprise de médias en fait avant tout. Et comme beaucoup de boîtes, elle a dû faire le switch, et de basculer. La technique a pris une place très importante, mais ça reste pas le cœur du sujet en fait. Avant tout, Canal+, c'est une boîte qui fait du contenu et qui, on fait des créations originales, on fait des émissions, on produit beaucoup de shows autour du sport. C'est ça le cœur vraiment de métier de faire. C'est ça qu'on vend aux gens. La tech, et donc le produit, je dis pas que c'est secondaire, mais c'est juste un moyen d'atteindre ces trucs-là. Donc le produit, par définition, n'a pas la même place qu'il pourrait avoir chez un Google ou chez un Facebook, parce que voilà, c'est pas la même chose. Donc du coup, moi, ça me choque pas d'être rattaché à la DTSI. Chez Netflix, le produit, il est probablement haut, mais ils produisent du contenu aussi. Bien sûr, ils produisent du contenu, mais c'est pas la même évolution, c'est pas la même histoire. Et du coup, c'est parce que j'allais rebondir sur ce que tu disais. Peut-être qu'effectivement, chez Canal+, il faudrait aussi peut-être donner une place peut-être un peu plus importante au produit. Ça veut pas dire me donner une place plus importante, parce que non, mais je préfère préciser. Si on fait passer le message. Hein. Non, parce que alors c'est un truc hyper important à avoir en tête, c'est que quand je parle de produit, c'est une somme. C'est pas juste la DPM, c'est le nom du département dont je m'occupe. C'est pas juste le département produit. Faire le produit, c'est la somme de plein de choses en fait. C'est un produit sans contenu, c'est rien. Un produit sans la technique aussi, c'est absolument rien.
moi, je ne fais qu'une partie du produit. Même si j'ai le titre de responsable du produit, je ne fais qu'une partie du produit. Et donc, du coup, c'est pour ça que quand je dis le produit devrait peut-être avoir une place un peu plus importante, c'est pas que moi. C'est peut-être quelque chose de plus grand que moi. Et donc, oui, peut-être que ça vaudrait le coup d'avoir un département produit qui soit au même titre qu'un département édition. Ou peut-être. C'est pas encore moi qui ai la main là-dessus, mais du coup... Je creuse encore un peu là-dessus. Et évidemment, après, Thomas, tu nous feras le parallèle avec la BPI. Souvent, le nerf de la guerre, c'est le budget. C'est qui a l'argent. Et est-ce que vous, là, au département produit, vous êtes, entre guillemets, autonome financièrement, hein, on comprend ce que ça veut dire, ou alors est-ce que vous êtes dans un mode de commande où c'est une équipe marketing, une équipe contenu qui vient vous voir en disant, voilà, je suis prêt à mettre X sur la table pour que le département produit nous développe cette nouvelle fonctionnalité? Alors oui, évidemment, le budget, c'est le cœur du débat, parce que sans budget, on ne fait rien. Je pense que chez Canal+, pour la partie produit, enfin on va dire tech au global, parce que comme je disais, le produit fait partie de la tech, ça va. On a de quoi vraiment de quoi faire des belles choses, et je pense que ça se voit dans le produit. Alors, je sais pas, enfin, ça dépend des produits, mais en tout cas, il y a des belles choses qui sont faites. Alors, on est en train de basculer sur la façon de gérer les budgets. Effectivement, jusqu'à encore en ce moment, on est vraiment sur l'histoire de demandeurs. Effectivement, il y a des départements business qui font une liste de sujets qu'ils aimeraient bien voir arriver sur la plateforme. Donc c'est des sujets très vastes. Hein, des fois, ça n'impacte pas d'ailleurs le produit. Hein, c'est vraiment des sujets au global sur l'évolution de Canal+. Et après, nous, en face, on doit du coup donner des poches de sizer un peu tout ça, de se dire, voilà, pour arriver à faire tout ce qui est demandé, je pense qu'il faut tant d'argent. Ça, c'est vrai sur les vrais, sur les gros sujets business. Quand on lance une nouvelle offre, quand on lance, vous avez vu qu'on a lancé des nouveaux partenaires. Enfin, peut-être vous avez vu, je sais pas, on distribue aussi Netflix, Disney+. Ça, c'est des projets de business. Enfin, c'est-à-dire que c'est le business qui vient avec des idées comme ça. Et il y a aussi des projets plus produits, du coup. Où là, donc il y a un responsable du digital chez Canal+, avec qui je travaille en binôme. Et là, on travaille à deux sur à deux. Pas plusieurs, mais en gros, c'est les deux entités-là qui font émerger les idées d'évolution pure produit. Ok. Donc, cas très concrets, et j'arrêterai après là-dessus. Demain, tu veux refondre une partie de l'interface pour présenter différemment le contenu. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire en autonomie, en bloquant la bande passante de tes équipes pendant X temps? Alors, tout ce qui est conception et tout ça, oui. Là, on peut dire que je vais pas, en autonomie relative, dans le sens où je fais jamais les choses dans mon coin. Et évidemment, il y a tout un tas de gens qui sont au courant. Après, effectivement, et ça, c'est le problème de beaucoup de boîtes, c'est que c'est pas parce qu'on a conçu quelque chose, aussi bien qu'il soit-il, c'est-à-dire qu'on a tout validé avec les clients, on sait pourquoi on le fait. Il y a quand même une masse énorme de projets à faire en interne, et il faut quand même après gérer les priorités. Et des fois, une refonte, ça passera derrière une nouvelle offre ou quelque chose de plus important niveau business à produire. Okay. Mais je pense qu'on peut, oui, il y a quand même une certaine autonomie, c'est assez. Et c'est ça qui est très. L'autonomie, ça s'acquiert. Enfin, c'est pas juste, on m'a dit, tiens, fais ce que tu veux. C'est que faut démontrer à travers les process, à travers les méthodos que les choses qu'on présente, c'est pas juste pour se faire plaisir, c'est pour il y a un vrai, on essaye de résoudre quelque chose, un pain point, faire bouger un KPI. Enfin, il y a vraiment quelque chose derrière qu'on va chercher. C'est pas juste pour le plaisir de refaire une interface. Évidemment, si je creuse toutes ces questions, c'est parce que c'est souvent l'autonomie de cette direction produit, c'est un révélateur de ce qu'on va approfondir un peu plus tard, qui est la fameuse culture produit. Bien sûr, le business model de la boîte joue énormément. Tu as insisté dessus en disant fondamentalement, Canal+ n'est pas une boîte produit historiquement, c'est une boîte de contenu, c'est une boîte créative. Mais c'est vrai que dans les boîtes de la tech, quand on voit ça aujourd'hui, le meilleur marqueur de la culture produit, c'est l'autonomie de la direction produit. C'est-à-dire à quel point elle va avoir la main pour décider des fonctionnalités qu'elle va mettre dans le produit et les mettre sur le marché. Par opposition à un mode un peu client-fournisseur interne que vous connaissez peut-être ou sans doute, où une direction métier, une direction business va venir voir le département produit en disant « j'ai besoin que tu mettes cette feature sur le marché ». Et donc, combien ça coûte ? Le fameux dis-moi combien ça coûte, dis-moi quand ça sort, voilà, dis-moi qu'il n'y aura pas de bug et que je vais pouvoir signer tous mes clients. Et ça, cette bascule d'autonomie, elle est extrêmement difficile.
Et quand on regarde ce qui se passe dans ces fameuses boîtes de la tech que j'évoquais tout à l'heure, on a des directions produits qui ne sont évidemment pas décorrélées des autres directions. Il ne s'agit pas de dire je fais tout dans mon coin sans considération business, marketing, mais qui ont quand même une très très forte autonomie pour décider ce qu'elles vont mettre dans le produit sur la base de leur recherche utilisateur, de leurs convictions, des inputs business, des sales, etc. Et ça, c'est un point de bascule qui est quand même très sensible dans les boîtes. C'est la grande difficulté en fait du quotidien. Quand tu m'as posé la question tout à l'heure sur c'est quoi ton quotidien, j'aurais pu rajouter c'est gérer cette complexité-là. Effectivement c'est très difficile. Je pense qu'on va en parler quand on va en parler sur l'aspect culturel. Ça change. Cette bascule-là en fait elle change des choses en profondeur dans la façon dont il faut s'organiser, dans la façon dont il faut interagir, et ça change tout. Et donc voilà, c'est plus facile quand on est côté produit parce que on est entre guillemets pas du bon côté de la barrière, mais on est dans la partie qui apporte le changement. Mais effectivement, en face, j'aime pas cette expression, mais en face de nous, il y a des gens il faut changer certaines méthodologies, il faut changer certaines approches. Et c'est pas toujours le changement, c'est pas toujours évident. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous voulez. Je l'ai précisé en début de talk, on est ravis de les prendre au fur et à mesure. Thomas, toi, tu es dans une banque. Alors, on va le dire, le business model historique, il est une fintech, pardon. Alors ça y est, le business model est purement digital maintenant à la BPI. J'imagine que cette transformation, elle n'est pas simple. Et je suis très intéressé de connaître les relations qu'il y a entre ce pôle digital, ou qu'on va appeler la direction produit, et les autres entités qu'il y a autour. Un peu dans le même esprit de ce qu'on vient de voir là, à quel point il y a une autonomie, pas une autonomie, une maîtrise du budget. Voilà, comment ça se passe aujourd'hui dans ce positionnement fintech de la BPI? Alors, nous, il y a vraiment deux cas de figure très différents. Il y a des sujets qui sont vraiment dans la profondeur des systèmes d'information, très techniques. Et du coup, là, on va plutôt s'appuyer sur ce framework à échelle qui s'appelle SAFE. Et du coup, là, le budget, en fait, il est côté métier et il est géré par la DSI. Donc ça, c'est la partie finalement qui est complètement décorrélée de ce dont je vous parlais depuis tout à l'heure. Parce que, en fait, ce qui s'est passé depuis 2020, c'est qu'on a aussi créé une direction tech avec, du coup, le trio qui travaille efficacement ensemble, et pas à la chaîne, mais sur tout le process de développement, de la partie qu'on appelle le discovery jusqu'au delivery et même jusqu'au marketing après, où... voilà, donc le triptyque tech, design, produit qui travaille ensemble avec 14 équipes, je crois, aujourd'hui. Bon, ça varie selon les sujets. L'idée, c'est vraiment vous parliez tout à l'heure de Netflix, vous parliez de commandes. Parfois que les métiers peuvent passer des commandes. C'est pas ça l'idée. Nous, on a commencé d'abord à... Forcément, il fallait construire, donc on était un peu sur, je sais pas, des features ou des product teams, parfois même une équipe travailler sur un produit. Mais de plus en plus, on a cette obsession de distribuer intelligemment la responsabilité, donc de ne pas dire aux gens, tu dois livrer telle fonctionnalité à telle date, mais tu dois apporter du résultat, et je pense que c'est plus motivant pour chacun d'entre nous. On parle beaucoup d'empowerment outre-Manche pour parler de ça, et en fait, on tend de plus en plus vers cette idée-là. Voilà. Et ça, c'est perçu comment par des métiers qui peut-être historiquement avaient l'habitude d'avoir en face d'eux des exécutants? C'est peut-être péjoratif, mais j'imagine que c'était la vision des choses. Je pense que je vais reprendre du coup l'exemple de Netflix tout à l'heure. C'est des gens qui ont, je ne sais pas combien de product managers, mais probablement des centaines, qui connaissent par cœur des flux qu'on utilise tous les jours, qui nous observent. Ils ne sont pas là à simplement attendre. Enfin, je sais pas si dans la salle, vous, Netflix, vous a déjà demandé ce que vous voulez comme fonctionnalité. Moi, personnellement, ça m'est pas arrivé. Et voilà, je pense que d'ailleurs, c'est une phrase qu'on entend parfois dans ces comités projets qui finissent par c'est du change. C'est l'utilisateur l'a demandé, l'utilisateur l'a pas demandé. Je pense que c'est pas ça notre travail, c'est d'aller comprendre les motivations profondes des gens. Je pense que c'est ce que fait très bien Netflix quand il nous ajoute par exemple un bouton ignorer l'introduction au début de chaque épisode. C'est-à-dire à une époque on était toujours là à appuyer pour essayer de sauter les introductions des épisodes de séries en streaming. Après il fallait rembobiner un peu en général, ou alors ça rentrait dans la tête à force, mais
Voilà, je pense que c'est vraiment. Je pense qu'en fait, culturellement, tout le monde peut comprendre ça, aller dans ce sens-là, et en fait, après, c'est un travail du quotidien où aucune journée est pareille, ça c'est sûr. Mais voilà, je pense que ça répond un peu à l'idée. Ça montre aussi la complexité qu'il y a à mettre en œuvre ces directions produits dans des sociétés qui n'ont pas cette historique-là, mais après c'est tout à fait faisable. J'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur les profils. On a balancé beaucoup de noms de profils exotiques depuis tout à l'heure. Alors je ne sais pas dans quelle mesure ça parle à tout le monde. J'ai quelques visages connus en face de moi, donc je sais que ça leur parle, mais pour les autres, je ne m'en rends pas compte. Alors, on ne va pas faire une liste à l'après-vert de tout ce que veulent dire les PM, les PO, etc. Mais j'aimerais qu'on s'attarde sur... Est-ce que vous avez des profils peut-être un petit peu exotiques dans vos équipes dont on n'a pas l'habitude de parler? Tu parlais des product researchers tout à l'heure, des product analysts. Je ne sais pas si tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que font ces gens-là. Alors, l'idée, c'est d'avoir dans l'équipe tout ce qui va bien pour pouvoir justement savoir ce qu'il faut faire, en gros. Donc effectivement, il y a des profils classiques comme les product managers et les product designers. Alors quand je dis classique, c'est classique parce qu'on peut-être on connaît la définition, même si je pense que ça reste peut-être encore un peu flou pour pas mal de personnes. C'est pas une critique, hein, c'est juste un constat au quotidien parce que ce qu'est un product manager et même ce qu'est un product designer, parce que ça va pas, c'est pas juste quelqu'un qui fait des maquettes. Enfin, ça va beaucoup plus loin que ça. Mais après, effectivement, il y a des profils qui sont encore un peu plus obscurs pour pas mal de personnes. Donc le product analyst, c'est le premier que tu as cité. C'est quelqu'un qui passe son temps dans les chiffres, qui regarde les usages, enfin qui regarde qui fait parler la data sur le produit. Donc c'est très complémentaire des product managers et des product designers. C'est vraiment un trio en fait avec ces deux personnes, enfin ces deux autres personnes là. Et on a des product researchers. Donc c'est vraiment des gens qui font c'est un peu le pendant. Le product analyst, c'est quelqu'un qui va faire du quanti, enfin vraiment qui va travailler sur la data qui est présente. Et le product researcher, c'est quelqu'un qui va faire de la recherche utilisateur, qui va faire des tests utilisateurs, qui va poser des questions très vagues, très ouvertes à des vrais consommateurs, qui va faire des études pour avoir du quali, pour pouvoir avoir des idées sur est-ce que comment les gens, si je prends un exemple très concret hein, chez Canal+, c'est typiquement on se pose des questions de comment les gens choisissent un programme, qu'est-ce qui fait qu'ils sont plus attirés par tel ou tel programme, pourquoi il y a plus de live que de replay. Pourtant il y a des programmes qui sont dispo en replay, mais en fait ils les regardent quand ils sont dispo sur une chaîne, enfin quand ils sont diffusés sur une chaîne. Donc tous ces trucs là, c'est des questions. C'est de la recherche utilisateur. Et donc voilà, en fait j'ai parlé de trio, mais c'est plutôt un quatuor en fait avec ces quatre profils-là. Quand on prend une problématique, on est censé pouvoir la dérouler, donc de savoir ce qu'on va faire, pourquoi on va le faire, comment on va le faire. Et après, il y a même on travaille beaucoup aussi avec des product engineers, donc vraiment les gens qui sont les ingénieurs produits, donc vraiment les gens qui développent. Et si on parle de profils un peu exotiques, on va en avoir des nouveaux là. On va avoir des UX engineers. Qu'est-ce donc Donc là, je vais encore balancer un nouveau mot. On est en train de mettre en place notre design system chez Canal+. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est la bibliothèque des composants en fait graphiques. Et du coup, on va avoir directement des UX engineers. Donc c'est des gens qui vont développer les composants avant qu'ils soient intégrés dans le produit. Il y a un dernier rôle pour compléter qu'on voit apparaître, alors peut-être pas chez Canal+, qui est tous les rôles d'Ops. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, de Product Ops, de Design Ops. Si. Alors pourquoi ils apparaissent ces rôles ? Parce que les équipes deviennent tellement grosses qu'elles ont besoin d'être outillées et d'avoir des gens qui vont travailler en transverse pour faciliter la vie des product managers et des product designers. Et ça évidemment c'est tout nouveau dans la mesure où une très grosse équipe produit il y a 4-5 ans en France, c'était 5 product managers, c'était déjà énorme. Maintenant, des équipes produits, il y en a avec 100 product managers en France. Oui, SNCF doit en avoir 80, je pense, quelque chose comme ça. Enfin, on commence à avoir des équipes de produits de 100, 150 personnes. Et donc, il y a ces nouveaux rôles qui apparaissent à l'époque, on avait les Sales Ops, c'est quelque chose qui est assez connu parce que les grosses équipes de sales qui ont besoin d'être outillées, c'est un classique. Mais on a la même chose maintenant dans le monde produit. Donc, on a les PM des PM. C'est quel outil je vais concevoir pour faciliter la vie des PM qui eux-mêmes conçoivent des outils. Donc c'est Inception Level 2. Mais c'est très amusant de voir l'évolution de tous ces métiers et ces nouveaux titres exotiques. Donc il faut suivre. Mais il n'y a pas que du bullshit derrière ces titres-là quand on prend la peine de regarder les job descriptions. Alors je ne sais pas si à la BPI, vous avez aussi introduit un peu
L'exotisme. Ouais, je pense à deux trucs assez singuliers. Mais ouais, nous, on fait un constat, je trouve, en ce moment sur cette partie recherche. Je pense qu'il nous fascine, parce que la complexité bancaire, c'est un champ de bataille incroyable, justement, pour aller explorer, itérer et dérisquer les sujets, ce qui est en fait, nous, culturellement, je ne veux pas spoiler la suite, mais nous, c'est ça le challenge, en fait, c'est qu'on arrête de passer 95% de notre temps à faire du delivery management, de la gestion de projet, de la comitologie, des comptes rendus de 3 pages. Enfin, je peux continuer la liste, hein. Je pense aux fichiers Excel, je pense au RACI. Généralement, c'est pas très bon signe quand on fait un RACI, c'est-à-dire qu'on a raté quelque chose sur la partie comment on distribue la responsabilité, comment chacun est là pour incarner la mission et sait pourquoi il est là. Bref. Pour en revenir à ce que disait Damien juste avant et après ces deux postes, nous du coup on commence à se découvrir une passion pour cette phase un peu exploratoire de recherche et on se rend compte qu'il y a quelque chose de très bête, mais il ne faut pas demander à un designer de faire à la fois la recherche et à la fois le design. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas être assez précis, assez efficace, aller assez loin sur ces deux parties-là. Parce que un peu ce double diamant, comme on le résume souvent. Et voilà, nous on se dit, il faut vraiment avoir des gens effectivement qui sont dédiés à la recherche, des gens qui sont dédiés au design. Et nous, maintenant qu'on commence à avoir aussi un petit peu cette culture du prototype, ça nous permet d'itérer hyper vite, sans la moindre ligne de code, et donc de moins se tromper, et donc de moins dépenser, etc. Et du coup, voilà, je voulais rebondir là-dessus parce que nous, c'est un truc sur lequel on s'éveille de plus en plus et que je trouve passionnant. Je vous ai dit que j'avais commencé très en aval du produit et aujourd'hui, en fait, je suis très en amont et c'est zoomer sur cette partie-là qui est hyper intéressante. Du coup, les deux postes auxquels je pensais, d'abord, je vous rappelle que nous, on a une direction du digital où le produit, où la tech, où tout y a totalement sa place. Mais on a aussi une organisation de la direction du digital et je trouve qu'on a un poste qui est assez singulier. Alors, pour vous résumer très brièvement, c'est une organisation qui est vraiment ultra plate, d'ailleurs comme la plupart de nos organisations. Et on a donc des gens qui sont un peu transverses, comme moi par exemple, comme les product designers, comme la data. On a des gens qui sont évidemment des CPO ou des PM, enfin responsables, on appelle ça des responsables solutions, des responsables produits, ça dépend évidemment, le jargon n'est pas toujours le même quand on parle en interne évidemment. Et puis on a ce qu'on va appeler des offres de services, donc ça c'est des enablers, des choses qui vont faciliter le marketing. Je parlais tout à l'heure de nos contraintes réglementaires, le KYC, la LCBFT, etc. Il y a la démat et l'automatisation par exemple. Enfin, on a beaucoup de sujets comme ça et on a un autre rôle qui est assez intéressant, je trouve, c'est celui des pilotes métiers. Et donc en fait, ces pilotes métiers, donc on a beaucoup de métiers chez BPI France, hein, du financement, de l'innovation, de l'accompagnement, de l'international et la liste est encore très longue. C'est justement, eux, ils doivent construire des feuilles de route transverses dans lesquelles ils incluent tous leurs produits. Et en même temps, les responsables produits, ils doivent faire des feuilles de route transverses où ils incluent tous les métiers. Donc c'est là que c'est intéressant, on se dit que des gens qui sont curieux et empathiques vont réussir à bien se parler et à emboîter toutes ces choses. Et généralement, c'est là qu'on se rend compte que ce binôme-là, c'est peut-être les gens qui, aujourd'hui, ont le plus cette approche un petit peu de recherche, plus que parfois un product designer qui a pas 10 ans de banque derrière lui. Et donc, voilà, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si ces gens-là ne passent pas 95% de leur temps dans les méandres de ce que peut être un grand groupe, ils peuvent apporter énormément de valeur en essayant de comprendre profondément où elles se cachent, trouver de nouvelles opportunités, et pas juste dire on a livré telle fonctionnalité à telle date, mais effectivement, ça marche et il y a un super résultat derrière. Donc ça, c'était le premier job. Et le deuxième job auquel je pense, je vais faire simple et court, c'est un peu cette casquette de product marketing qu'on fait naître chez nous. Et du coup, moi, je vois plutôt le job comme 3 choses. D'abord, essayer de mettre de plus en plus de marketing dans le produit. On dit de plus en plus que la croissance, elle est product-led, qu'elle vient du produit, et que l'idée, c'est justement d'aller rendre la conversion et la rétention inévitable, et ça se joue à cet endroit-là, et c'est peut-être là qu'il faut investir des idées, du temps, de la réflexion, du bon sens et accessoirement du design et faire vivre un peu l'équilibre émotionnel de nos utilisateurs. Et en fait,
c'est un côté aussi très marketing stratégique derrière qui rejoint complètement comment on structure intelligemment une vision produit, les propositions de valeur, comment on tient nos propositions de valeur, comment on distribue cette responsabilité ensuite dans les équipes, et y compris pour aller jusque dans la partie de recherche. Et donc cette narrative-là, elle est super importante. C'est à partir de là que tout s'écrit et qu'on va pouvoir tout découper. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans le prolongement du produit qu'il ne faut pas oublier. Derrière, il y a, chez BPI France, il y a 500 chargés d'affaires, il y a un service client, il y a effectivement des équipes produits. Mais en fait, une fois qu'on a cette narrative simple, synthétique, et j'en reviens un peu à cette idée de copywriting, de conception-rédaction que j'évoquais au début, on peut tout découper comme ça et ça devient un peu justement axiomatique. On découpe les choses, on structure et donc en fait, je crois que le rôle du produit, c'est de toujours tout clarifier, tout simplifier tout le temps, quoi. C'est vraiment ça l'idée chez nous. Super, merci beaucoup. Bon là c'est intéressant parce qu'on a vu qu'il y avait on a complété les postes. On pensait avoir fait le tour avec PM, Product Designer, on a rajouté les Ops, Product Marketing, qui effectivement devient quelque chose de fondamental. Toujours cette comparaison avec les boîtes de la tech américaines. Je peux vous dire qu'aux États-Unis, alors je dis ça, j'y ai pas bossé, donc c'est très théorique comme vision, je l'admets, mais les gens avec qui j'ai discuté, il n'y a quand même pas une boîte de la tech où dans les équipes, il n'y a pas quelqu'un qui fait du product marketing. Parce que, qui est différent du marketing. On est d'accord, il y a le mot dedans, donc évidemment il y a une forte composante marketing, mais il y a un lien qui est très fort avec le produit. Ce n'est pas un marketing qui est décorrélé de la réalité du produit. Et ça fait le pont avec un terme que tu as évoqué, qui est encore un espèce de barbarisme, qui est product-led growth, c'est-à-dire que les boîtes grandissent par l'usage de leurs produits. Elles utilisent des mécanismes internes du produit pour générer plus de business. C'est très classique dans les modèles SaaS freemium où vous avez 20% de votre base qui est payante, ça c'est super déjà, et 80% qui est gratuite. Et c'est par des mécanismes qui sont dans le produit que vous allez essayer de convertir des gens de vos 80% vers les 20% payants, par opposition à une grosse campagne marketing par exemple. Donc ça, ce sont des nouveaux rôles. On a évoqué aussi... Oui, je voulais revenir sur le débat très intéressant sur les UX. Alors je ne sais pas si dans la salle vous avez déjà recruté des profils d'UX ou de product designer, je ne me bats pas sur les termes. Il y a eu des tendances, c'est très amusant. Il y a quelques années, on forçait la séparation entre research et production. Un peu comme ce que tu as évoqué. C'est-à-dire que dans les recrutements, on disait non, c'est deux métiers complètement différents. Il y a ceux qui font de la research et il y a ceux qui font, entre guillemets, de la production. Encore une fois, sans vouloir être péjoratif. C'est marrant, ça a évolué. Il y a des cycles. Là, dans la tendance actuelle, on est un peu revenu à des profils qui font les deux, déjà par intérêt des personnes, qui n'ont pas envie d'être cantonnés à une seule activité. Ça, c'est un premier point. Et aussi pour des raisons budgétaires. C'est-à-dire que dans la constitution d'une équipe produit, quand on commence à dire, pour avoir mon squelette d'équipe produit, il faut que j'ai un UX researcher, un UX tout court, un PM. Bon, il y a un moment où l'addition commence à être très lourde et donc on va aller vers ces profils un peu plus hybrides. J'ai pas la garantie que dans un an, la communauté ne changera pas son fusil d'épaule pour aller vers une nouveauté. Ouais, et d'ailleurs, il y a même la tendance inverse, qu'il y a des gens qui ont à peu près 15 profils ultra spécialisés, des gens qui vont être responsables d'expérience map, d'enregistrement vidéo. Il y a aussi le travers complètement inverse. Finalement, je ne sais pas si c'est un travers, mais de vouloir tout spécialiser. Voilà. Nous, en tout cas, comme tu as dit, c'est un débat, quoi. Ça évolue très vite. De toute façon, le métier évolue très vite. Et le dernier profil que tu as évoqué, très pertinent, le copywriting. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui a plutôt été délaissé pendant 15 ans. Dans les produits tech, on a une culture très ingénieure en France. Donc en gros, on fait le produit et puis c'est bon, tout est bien designé. Et puis la personne qui colle les labels et les textes, c'est un peu au dernier moment, quoi. Et je caricature, bien sûr. Et avec le jargon bancaire, c'est plutôt... Et c'est encore pire quand il faut faire de la vulgarisation. Et on peut vite avoir tendance à produire des designs qui sont un peu le reflet de notre propre complexité. Je disais tout à l'heure qu'on avait plus de 300 offres produits. Faut simplifier, faut rendre ça accessible aussi. Donc d'où ce rôle-là qui prend de l'importance aussi dans les boîtes et qui est intéressant. Je pense qu'on a fait le tour un peu sur les rôles. C'était pour vous montrer toutes les composantes qu'il peut y avoir dans une direction produit. Encore une fois, je le répète, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et on va passer à notre dernière partie qui est sur le volet culturel. Voilà, parce que tout ce dont on a parlé, c'est bien, c'est technique, mais une direction produit, c'est pas juste un empilement de profils.
Vous n'allez pas réussir, entre guillemets, à faire du produit en prenant la liste des job descriptions, en les recrutant et en les mettant ensemble dans une pièce. C'est une évidence dit comme ça, mais beaucoup ont essayé. La modification la plus fondamentale qu'il faut faire dans son organisation, elle est culturelle. Et donc j'aimerais vous demander, en sortant peut-être un petit peu d'ailleurs de vos quotidiens, hein, pas forcément chez Canal ou à la BPI, quels sont pour vous les plus grands marqueurs de ce que c'est qu'une culture produit? Alors, je pense que déjà, enfin, je me permets, hein, je pense que déjà, il y a le problème de la définition de ce qu'est une culture produit. Effectivement. Donc, je me permets, parce que c'est, en fait, en soi, c'est pas que ça veut rien dire, mais il y a autant de culture produit, je pense, que d'entreprises. En fait, parce que c'est normal, parce que c'est ma définition en tout cas, mais la culture produit, c'est tout simplement les règles de création du produit sur lesquelles on s'est tous mis d'accord. Quand je dis tous, c'est pas que le département produit avec lui, c'est avec l'ensemble des gens qui interagissent sur le produit. Et donc, ces règles elles peuvent être différentes d'une entreprise à l'autre. C'est juste qu'après, il y a des marqueurs qu'on peut retrouver dans les boîtes qui font vraiment bien du produit. Mais il faut avant tout se mettre d'accord sur comment on va faire du produit. Qui fait quoi, qui décide quoi, comment ça se passe. Et c'est ça aujourd'hui pour moi si je prends l'exemple de Canal+, qui est pas forcément encore très clair sur certains sujets. Je le dis en toute humilité. Il y a des trucs, ça me paraît évident que c'est à moi de le faire. Ça paraît évident à d'autres personnes que c'est à eux de le faire. Et donc voilà. Et donc du coup, cette partie-là, c'est ça qui crée des problèmes en fait. C'est-à-dire qu'on a beau avoir les meilleurs designers du monde, les meilleurs product managers, enfin tout ce que vous voulez, le meilleur contenu du monde. Si vous n'êtes pas au clair sur comment on fait les choses, comment on s'organise, qui fait quoi, qui décide quoi, quel est l'objectif, pourquoi on fait le truc, ça marche pas. Et aujourd'hui, quand il y a des projets qui sont difficiles chez Canal+, c'est parce que justement il y a des rôles qui sont pas bien définis, il y a des rôles, on se marche un peu dessus, ou des fois justement il y a des trous. Et donc voilà, la culture produit, c'est censé du coup mettre la glu. C'est vraiment les règles de comment on travaille ensemble. Après, je disais, il y a beaucoup de livres, de littérature sur le sujet. J'imagine que tu connais Marty Kagan, bien sûr. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup théorisé le sujet. Et donc, il dit qu'il y a il y a autant de culture produit que d'entreprises, mais il y a trois grands marqueurs qu'on retrouve dans toutes les boîtes qui font du produit bien. C'est justement la place de la tech dans le produit. Donc, c'est-à-dire que c'est des boîtes, comme un Netflix ou un Facebook, ils ont une culture de technique. Ils ont les ingénieurs sont vraiment au centre de beaucoup de choses. Donc, la place de la tech, c'est hyper important. Et on le voit par rapport à des sociétés plus traditionnelles, comme tu disais, où la technique, c'est vraiment juste c'est une entité qui va délivrer des choses qu'on lui a demandé. Il n'est pas là pour apporter une vision, une culture. Enfin bref, c'est vraiment là pour délivrer. Dans les boîtes qui font du bon produit, qui font bien le produit, justement, l'ingénierie, les ingénieurs sont vraiment centrales dans la décision, dans la réflexion, dans la conception. Le deuxième point dont il parle à chaque fois, c'est l'organisation produit. Comment on est organisé au niveau produit, donc avec une organisation qui est vraiment orientée sur le client. Donc c'est pas des départements silotés qui reflètent rien par rapport au client. C'est vraiment ils se mettent autour de problématiques clients avec toutes les compétences qui vont bien et ils délivrent autour de ça. Et le troisième point, c'est qu'il y a une vraie, ça paraît peut-être bête ce que je veux dire, mais c'est qu'il y a une vraie stratégie produit. C'est une stratégie en soi, le produit, qu'est-ce qu'on va faire, quelle direction on va lui donner, comment on va le faire évoluer. C'est pas un amoncellement de besoins qui viennent de différents départements. Il y a une stratégie. Et donc quand vous avez ces trois éléments, vous êtes normalement en mesure de faire. Mais c'est très dur, quand on parle de. Et donc tout le chapeau un peu de tout ça, c'est la culture produit. C'est vraiment comment on s'organise, comment on se met d'accord pour faire évoluer son produit. Et je reviens sur ta première question, j'aurais pu aussi rajouter ça dans mon quotidien. C'est essayer justement d'insuffler cette culture produit, c'est donc du coup de définir, qu'on soit tous d'accord chez Canal+ sur comment on fait un bon produit, qui fait quoi, qui est responsable de quoi, et après qu'on délivre. Et ça c'est pas évident. Ok. Thomas, je vais te poser la question inverse. Parce que parfois, c'est plus facile de définir une culture par la négative, en disant ce que ça n'est pas. Est-ce que toi, tu vois des marqueurs qui, pour toi, ne sont pas... Ouais, de toute façon, j'avais prévu de te donner la réponse inverse, donc ça tombe bien. Parfait. Oui, non, parce que depuis tout à l'heure, j'ai cité 2-3 éléments, mais il y a un peu... C'est vraiment un marqueur, pour le coup. C'est presque un voyant rouge, mais... Ouais, je trouve que quand on dit c'est du change dans un comité projet, d'ailleurs, deux mots qui font peut-être pas très, très bon ménage, c'est peut-être qu'il y a un problème et que justement on n'a pas fait tout ce qu'on décrit depuis tout à l'heure, l'esprit Marty Kagan également, où
on est peut-être encore dans ce mode un peu cycle en V, ce qu'on appelle le waterfall aussi, où on travaille en cascade, on suit un cahier des charges, parce que tout le monde est user-centrique, tout le monde est agile, mais concrètement, dans les faits, c'est pas non plus demander à l'utilisateur ce qu'il veut, on le disait avant. Il y a toujours ce risque de tomber ou de retomber ou de rester dans le prisme un peu très top-down déjà, où le top management va dire ça c'est une priorité. Évidemment tout est une priorité. Quand il y en a 30 ou 40, c'est plus des priorités. On prend beaucoup d'engagement et on retombe un peu dans cette usine à fonctionnalité qui peut coincer. Enfin, je pense que ça c'est pour ça aussi qu'on parlait de différents frameworks et différentes organisations produits depuis tout à l'heure. C'est ça. Tu parlais de Safe qui est un framework plutôt orienté delivery quand même. Exactement. Pour des sujets très techniques. Donc qui s'y prête peut-être plus aussi que nos sujets plus proches du client, et c'est pour ça qu'on a aussi des équipes tech que j'ai pas détaillées tout à l'heure, mais qui sont très classiques, où il y a un Ops dedans d'ailleurs évidemment, il y a de la QA, il y a un tech lead, il y a alors tu parlais de PO/PM tout à l'heure, c'est marrant, nous on n'a pas encore le mot PO, mais on veut les considérer comme des PM. Tu fais le travail de discovery, t'es pas juste là pour gérer, pour déplier des tickets. Donc voilà, et si je continue à descendre un petit peu la cascade que je décrivais tout à l'heure, le truc qui est problématique, c'est vraiment ce sur quoi tu as mis le doigt, c'est quand on travaille à la chaîne. C'est quand derrière, le PM il va prioriser sur un ratio coût-profit, il priorise des solutions, mais en même temps on n'a pas fait de discovery, donc on ne sait pas du tout concrètement ce que ça va rapporter. La vérité c'est qu'on n'a pas aucune idée, mais on peut au mieux faire les fameuses tailles de t-shirt ou des choses comme ça. Et puis après, on passe la balle à un designer. Et puis après, il passe la balle à un développeur qui va faire des lignes de code. Et l'idée clé aussi de Marty Kagan, c'est justement cette notion d'empowerment et comment on crée les conditions de l'éclosion pour que les gens, ils parlent aussi beaucoup de mercenaires, de zombies. Voilà, qu'on ne soit pas juste là, tu développes des lignes de code et tu réfléchis pas. Et en fait, quand il y a ce trio qui réfléchit, et du coup, moi, je pense qu'il faut rajouter le marketing dedans, et donc que c'est un quatuor, et qui réfléchit du début jusqu'à la fin à ces sujets-là, je pense qu'on se rend compte que c'est là qu'on n'est plus... ça aurait pu être une question qu'on posait au début, ça. Est-ce qu'on fait vraiment la différence entre un chef de projet et un product manager? Parce qu'avant, on parlait tout le temps de chef de projet, maintenant on parle de product manager. Je sais pas, avant on parlait de responsable RH, maintenant on parle de Chief Happiness Officer. Enfin, je fais des raccourcis, mais c'est pas juste on a mis un terme un peu plus cool. C'est en fait deux choses qui ont vraiment rien à voir. Et donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce que n'est pas la culture produit? Je pense que c'est la culture projet. Tout simplement, les racis et tout ce qu'on décrivait tout à l'heure. Super, merci beaucoup. On arrive quasiment au terme. Vous n'avez pas posé de questions pendant. Est-ce que vous allez poser des questions après? Oui, merveilleux. Je vais la répéter. Dis-moi. Oui. Alors je prends la dernière partie de la question. Est-ce que les produits ne sont pas amenés à mourir quoi qu'il arrive? Et le début, c'était sur l'opposition entre quoi et quoi? Ah, en France et US. Oui, oui. Alors ils se plantent régulièrement, mais oui, mais c'est leur manière d'innover aussi. Et alors là, on va pas faire les réponses bateaux sur la culture de l'échec, etc. Mais il y a un peu de ça quand même. Moi, on l'a pas cité dans la culture produit. Et on a le droit de se tromper et c'est comme ça qu'on apprend, quoi. Je voudrais juste dire un truc sur ça, parce que quand on parle des États-Unis, on parle de Facebook, de Google. Il y a quand même peut-être 90% des boîtes restantes aux États-Unis qui sont pas du tout dans ce délire-là, qui sont comme les boîtes, comme celles qu'on critique entre guillemets en France. Voilà. Enfin, quand on dit les États-Unis, c'est quelques boîtes qui font des trucs incroyables. Et il y a quand même une bonne partie des États-Unis où ça reste des boîtes tout à fait traditionnelles et qui se plantent royalement, comme tu le dis. Mais sur le cimetière, oui. Et ça, c'est un marqueur très intéressant de la culture produit, c'est la capacité à tuer un produit. Et ça, on a beaucoup de mal en France. On a beaucoup, globalement, encore une fois, on ne va pas faire du French bashing idiot. C'est difficile, parce qu'un produit, c'est quoi? C'est de l'argent investi, c'est de l'émotion, ce sont des gens qui, pendant des années, ont travaillé dessus, et le courage de dire, bon, on arrête, on jette, entre guillemets, ce travail, c'est très difficile. Je pense qu'on est tous passés par là à des échelles plus ou moins importantes. Et ça, c'est une vraie qualité, et c'est un vrai, à la fois,
courage managérial, courage entrepreneurial de dire on tue, voilà, on passe au cimetière. Mais on a appris. C'est-à-dire que tuer de manière aveugle, c'est qu'est-ce qu'on a appris? Dire, on a fait des expériences, on a appris que ça ne marchait pas. Pourquoi? Et tu parlais de Google sur leur cimetière. Ils tuent mais ils réinjectent. C'est-à-dire, il y a plein d'échecs cuisants de Google, mais c'est jamais complètement perdu. C'est réinjecté sous d'autres formes dans d'autres produits. La connaissance, elle est pas perdue. Et c'est ça qui est fort. Et donc ça, c'est un vrai marqueur aussi de la culture produit, cette capacité à tuer quand ça marche pas. Voilà. Et pas à laisser vivre, vivoter, un peu mourir par désaffection. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je vous prends juste après. Alors oui. Là, voilà, un micro, super. Oui, bonjour. C'était pour revenir sur les rôles et la différence entre product owner et product manager chez Canal, par exemple. Merci. Vous voulez que j'explique la définition, c'est ça, Alors, déjà, avant d'expliquer la définition, je ne sais pas si vous savez, il y a un énorme débat dans la communauté sur les product managers, les product owners. Chacun a son avis. Moi, j'ai toujours le principe, la base, il faut toujours s'adapter en fait à sa situation. C'est rester dans des schémas théoriques. Je trouve que ça sert à rien personnellement. Bon, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec moi, mais je trouve qu'il faut juste regarder la situation et voir ce qui est intéressant. Et donc du coup, dans le cadre de Canal+, la situation paraissait justifiée dans le sens où on a en fait... Alors, en plus, quand je dis product... D'avoir les deux, tu veux dire? Oui, d'avoir les deux. Parce qu'en fait, on a les product owners, d'ailleurs, ce serait plus des delivery managers, on va dire, chez Canal+. En fait, on a une telle complexité, il y a tellement de problématiques à gérer que déjà, juste faire la partie discovery, communiquer sur ce qu'on va faire, s'assurer qu'on fasse les bonnes choses, travailler avec les designers, vraiment la partie conception au sens très large, c'est un job à plein temps. Et après, le déployer, vraiment... Et donc, on a aussi derrière une telle complexité de technique, dans le sens où on est sur à peu près l'ensemble des devices que vous pouvez imaginer. C'est-à-dire qu'on est sur toute la stack iOS, toute la stack Android. On a des box qu'on crée nous-mêmes. Je me permets de te presser un peu sur Bien la sûr. réponse, comme ça on prendra une dernière question, parce qu'il ne nous reste que 2 minutes. Et donc voilà, c'est tellement complexe que du coup il y a besoin de gens qui s'occupent vraiment avec les équipes techniques pour s'assurer que les choses avancent bien, et des gens en amont qui fassent la recherche. Une personne ne pourrait pas tout faire. Il y a pas mal de littérature sur le sujet, qui explique pas mal, mais effectivement, c'est vrai que c'est un débat dans la communauté depuis quelques années. Et on prend donc une dernière question. Non, il n'y a pas de dernière question, donc désolé, j'ai rushé cette réponse. Hugo Si, pardon. Mais on peut en parler après. Si. Okay, ouais, pas de souci. Ma question était plus pour Damien, parce que tu venais de Molotov juste avant d'arriver chez Canal. Je ne sais pas si tu m'entends. Ouais. Tu venais de Molotov juste avant d'arriver chez Canal. Qu'est-ce qui a été le plus gros challenge pour toi? Parce que j'imagine que chez Molotov, forcément, il y avait une organisation produit, une culture produit qui était beaucoup plus en place qu'avant d'arriver chez Canal. Donc voilà. J'adore cette question parce qu'on me la pose souvent, et à chaque fois la réponse, elle surprend énormément. C'est beaucoup plus facile de faire du produit chez Canal que chez Molotov. Pas par rapport à la boîte de Molotov, mais en fait, il faut aussi imaginer une start-up. C'est donc un fondateur qui a une idée, c'est son bébé, le produit. Du coup, quand on travaille sur le produit avec le fondateur, c'est hyper compliqué. Et je ne parle pas de la personnalité du fondateur, je parle juste parce que je sais que c'est vrai dans plein d'autres startups, c'est hyper compliqué de faire changer un bébé en fait. C'est-à-dire que je pense qu'on serait peut-être tous pareils en fait. C'est quand on a mis tellement de tripes, tellement d'efforts, tellement d'argent même aussi dans ces histoires, que quand il y a quelqu'un qui est là pour vous dire on va peut-être faire évoluer le truc dans tel ou tel sens, c'est pas évident. Chez Canal+, le produit finalement, il est tellement plus, il appartient à tout le monde. Et puis c'est pas Maxime, le PDG, c'est pas le PDG de Canal+ il l'utilise beaucoup, il fait beaucoup de remarques sur le sujet, mais c'est un truc parmi des milliards qu'il doit gérer. Donc du coup, c'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins d'affect. Donc oui, c'est peut-être surprenant, mais c'est beaucoup plus facile de faire du produit chez Canal+ que chez Molotov. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. J'espère que c'est un sujet qui vous a intéressé, et n'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez en savoir plus. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.